14h, je lance. On est parti. Bonjour à toutes et tous qui êtes présents à ce nouveau webinaire qui se réalise dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Ravie de vous accueillir et je vous salue également. Alors, je vois que vous êtes un peu partout en France. On a la Guadeloupe qui est avec nous. Voilà, c'est l'idée de ces semaines de l'évolution professionnelle. Vraiment, Haute-Savoie, merci. L'idée de ces semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent donc du 7 au 18 octobre, c'est de pouvoir de vous parler en Provence, Guadeloupe, Haute-Savoie, peu importe là où vous êtes. C'est vraiment la facilité des webinaires. Il y en a 70 qui sont organisés durant ces 2 semaines, du 7 au 18 octobre, dont certains qui sont destinés donc davantage aux entreprises. Et c'est le cas aujourd'hui puisque normalement, la thématique telle qu'on va l'aborder sera plutôt axée sur l'entreprise finalement et les leviers pour l'entreprise. Oui, je vois la Moselle, très bien. Donc, vous l'avez vu peut-être, et peut-être que vous avez déjà participé à d'autres webinaires durant cette première semaine. Vous avez la possibilité donc de poser toutes vos questions via le chat. Il n'y a pas la possibilité technique de prendre la main ou d'activer son micro. Ça reste notre privilège à Darlène et moi-même. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions via le chat. Au besoin, moi, je vous répondrai soit de manière individuelle sur le chat, soit éventuellement, si ces questions peuvent intéresser le collectif, je me permettrai d'interrompre Darlène pour que Darlène puisse répondre à toutes vos questions. Je l'ai dit, donc un événement 100% digital, ces semaines de l'évolution professionnelle, qui sont coportées et co-animées par les réseaux Avenir Actif, donc le conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés, donc salariés de droit privé et travailleurs indépendants, et le réseau APEC, qui est spécialisé dans l'accompagnement des cadres notamment, actifs ou pas d'ailleurs, ou demandeurs d'emploi également. Je vais donc donner la parole à Darlène, qui est conseillère sur la région Hauts-de-France et plus spécifiquement la métropole lilloise, conseillère en évolution professionnelle. Je suis moi-même donc chargée de partenariat sur la région Hauts-de-France, mais vous verrez que le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne toutes les régions de France métropolitaine et d'ailleurs. Bonjour Darlène et merci. Bonjour Marion et bonjour à vous tous qui êtes connectés. Je suis ravie, comme d'habitude, de pouvoir échanger avec vous autour d'une grande question qui fait certainement écho pour plus d'entre vous, à n'en pas douter. Comment améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, dit communément QVTC. Alors, si vous m'entendez régulièrement dire QVTC, c'est vraiment pour gagner du temps en termes de durée, pour ne pas à chaque fois dire qualité de vie et des conditions de travail, mais je me permettrai quand même d'éviter trop d'anachronismes et de pouvoir effectivement dire le terme tel qu'il est, mais on s'est compris, il s'agira de la QVTC. Donc, durant l'heure réservée à cette présentation, nous tâcherons de répondre à cette question, mais pas de manière indépendante, puisque l'axe sera mis dans une démarche concomitante avec le conseil en évolution professionnelle. Il s'agira donc de pouvoir mettre en lumière le lien de causalité qui va exister entre la QVTC et le CEP. D'accord? Donc CEP pour conseil en évolution professionnelle et QVTC pour la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà. Donc nous allons voir comment améliorer la qualité de vie, les conditions de travail grâce au CEP. Alors, pour ce faire, je vous propose que nous puissions aborder le sujet sous 4 axes que vous voyez affichés à votre écran. Dans un premier temps, nous allons définir la QVTC. L'objectif, c'est de pouvoir en saisir le sens réel, ce qui permettra de mieux, de toute façon, appréhender cette démarche. Ensuite, nous vous proposerons de vous présenter le CEP, histoire que vous ayez une représentation fidèle de ce service public. En troisième lieu, il conviendra de saisir l'impact que peut avoir le CEP sur la QVTC et bien sûr, tout le long de notre échange, comme Mario vous l'a dit, nous restons à l'écoute de vos questions. Alors, comprendre la QVTC. Pour comprendre la QVTC, commençons par définir son contexte.
Et puis ensuite, nous pourrons la définir par le biais de ses objectifs et aussi de sa démarche. Donc, d'abord, le contexte. Si on fait un petit bond en arrière, pour mémoire, la QVTC, la QVCT, a été promue par les partenaires sociaux dans l'ANI. Alors, comprenons par ANI, c'est l'accord national interprofessionnel qui est arrivé le 9 décembre 2020. Cet accord vient en réalité, donc celui de 2020, il vient compléter celui de juin 2013 sur la QVT, la qualité de vie au travail. Donc, les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'ils ont jugé? Ils ont ajouté le terme conditions de travail à l'intitulé QVT, tout simplement pour pouvoir lever certaines ambiguïtés que l'on pouvait remarquer entre 2013 jusqu'à 2020. Donc, c'est bien l'amélioration du travail et des conditions dans lesquelles il est réalisé qui doit être au cœur de la démarche QVTC. Donc, si nous allons à la genèse encore un petit peu, nous allons nous rappeler certainement que le 19 juin 2013, en tout cas pour ceux qui étaient focus sur cette thématique-là, que l'accord national interprofessionnel va introduire la QVT. À ce moment-là, elle demeure indispensable pour pouvoir favoriser le mieux-être des salariés au travail. Donc, la QVT va évoquer principalement les différents programmes qui sont mis en place par les entreprises dans un objectif d'améliorer le confort de leurs collaborateurs, tout ça en vue d'accroître à la fois leur bien-être, mais également leur performance professionnelle. Alors, on a envie de dire que massage, sport, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Café, fruits et légumes, décoration des bureaux. Toutes ces choses peuvent présenter un intérêt, à n'en pas douter. Mais elles ne vont pas permettre, et ça, c'est ce qui a été constaté sur le terrain, d'améliorer durablement les façons de travailler des salariés, ni même de donner du sens au travail. Alors que l'on sait que le sens au travail reste primordial pour un salarié performant, mais aussi et surtout un salarié engagé. Donc, lorsqu'ils vont tirer tous les enseignements des pratiques de terrain, la QVTC va proposer aux entreprises de s'appuyer sur des principes méthodologiques qui désormais sont incontournables et qui seront, on va dire, adaptés selon les enjeux, selon les moyens, bien sûr, de la structure. Par exemple, pour pouvoir favoriser la mobilisation de toutes les composantes de l'entreprise. Et quand on va parler de composantes de l'entreprise, ça pourra faire écho aux valeurs de l'entreprise, les normes dans l'entreprise, le comportement des collaborateurs dans l'entreprise. En fait, tout ce qui va rendre unique cette entreprise-là. C'est aussi le dialogue sur le travail, améliorer les conditions de travail des collaborateurs, l'expérimentation aussi de nouvelles façons de travailler. Nous l'avons compris, la QVTC est plus large que la QVT qui était orientée essentiellement sur le bien-être général. Et là maintenant, la QVTC va venir englober la notion de conditions de travail et elle va également englober la notion d'efficacité pour tout simplement améliorer les résultats de l'entreprise, améliorer les conditions dans lesquelles les salariés vont travailler, et elle va forcément avoir une connotation plus préventive et beaucoup plus réglementaire. D'accord. D'ailleurs, au point où elle devient de plus en plus réglementaire, c'est que depuis le 31 mars 2022, l'expression QVT a été officiellement remplacée dans le Code du travail par qualité de vie et des conditions de travail. Donc, cela laisse penser que la qualité de vie et des conditions ne peut pas être mise de côté par les employeurs parce qu'elle va impacter directement le bien-être de vos salariés, leur implication, ça c'est important, mais également leur performance. Or, on sait bien que la performance joue un rôle très important dans les résultats d'une entreprise. Et donc, à ce titre, la qualité de vie et de conditions de travail va rester un curseur pour chaque entreprise. En fait, un curseur qui va aider à mettre en place des actions qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient également collectives. Ça ne changera pas grand-chose par rapport à cela. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce curseur ne peut pas être figé. Il est mouvant. Donc, cela suppose qu'il doit régulièrement être analysé, qu'il doit régulièrement évoluer pour pouvoir s'adapter, voire être amélioré
dans le cadre de vos démarches. Maintenant, vas-y, Je me Marion. permets juste une petite remarque, excuse-moi, c'est purement technique d'Arlène. Il y a des bruits parasites, des bruits de feuilles qui perturbent la bonne entente de ton discours auprès des publics présents. Est-ce que ce Ouais, serait j'avais pas de possible de feuille, décaler j'avais un pas de petit micro. peu Peut-être avec le micro. de l'outil micro, s'il te plaît? Ok. Merci. Est-ce que tu m'entends bien maintenant? On t'entend bien, oui, merci. D'accord, Pardon. c'est le plus important. Alors, donc une définition simple hein, pour résumer tout ce que je viens de dire par rapport à la QVTC. Donc, cela va englober les conditions dans lesquelles le salarié, tout simplement, va exercer son travail. Donc, c'est la grande question que les employeurs sont amenés à se poser. Dans quelles conditions mes salariés exercent leur travail? Cela doit inclure forcément que l'on puisse s'intéresser à la sécurité des salariés, à l'ergonomie, donc à l'environnement de l'entreprise, mais également à la vie professionnelle, cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et puis bien sûr au climat social. Voilà, tout autant d'éléments qui sont indispensables et nous allons tenter de porter des explications par rapport à chacune de ces 4 thématiques que vous voyez affichées là parce qu'elles sont très importantes dans la vie d'une entreprise. Donc la sécurité. Nous n'ignorons pas en fait hein, que l'obligation de sécurité de l'employeur est un principe fondamental du droit du travail. D'accord. L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions de prévention des risques professionnels. Ça, c'est important. Il est tenu également de mettre à disposition des moyens qui soient adaptés sur la sécurité de ses salariés, forcément de les informer également sur les risques qui sont liés à leur travail. Donc, ça concerne vraiment toutes les missions de l'employeur. Quel que soit l'aspect du travail, l'environnement, les équipements qui sont utilisés ou encore tout simplement les méthodes de travail aussi qui sont mises en place. D'une manière ou d'une autre, tout le monde sortira gagnant quand on va faire face à cette sécurité, qu'on va la promouvoir au sein de l'entreprise. Tout simplement pourquoi? Parce que en mettant en avant la sécurité de l'entreprise, c'est aussi un moyen pour prévenir les accidents du travail, mais aussi un moyen pour prévenir les maladies professionnelles. D'accord? Donc, pour mémoire, une maladie professionnelle, c'est une maladie, en fait, elle est dite professionnelle dès lors qu'elle est la conséquence directe de l'exposition de travailleurs à un risque psychique, un risque chimique, un risque physique ou biologique. Voilà. Donc, c'est vrai que l'employeur, dans ce contexte de sécurité, il faudra qu'il puisse préserver la santé physique de son salarié, mais également la santé mentale de son salarié. D'accord. La violation de toute façon de ces obligations de sécurité expose l'employeur à des sanctions pénales également. Donc, il est tout en droit de pouvoir sécuriser justement l'activité professionnelle de ses salariés. En termes d'ergonomie, l'employeur doit veiller à ce que les postes de travail soient adaptés aux salariés, à ses caractéristiques physiques et à ses caractéristiques mentales également. Okay. Il doit également vérifier que les postes de travail ne représentent pas de risques psychosociaux, ce qu'on appelle les RPS. Qu'est-ce qu'on peut nommer en termes de RPS? Le stress, par exemple, l'épuisement professionnel, et on se rend compte que de plus en plus de salariés sont confrontés à cela. Donc, il est important également dans cette démarche, en termes d'ergonomie, de pouvoir prévenir les risques psychosociaux. Certes, ils ne sont pas définis dans le Code du travail. D'accord. Pour autant, il y a quand même une définition qui apparaît dans le rapport GOLAC. Hein. Ce sont un collège d'experts qui rédigent les RPS qui ont été mis en place par le ministère du Travail. Et en fait, ils vont synthétiser en 6 axes des facteurs de risque de travail et voir comment améliorer justement et éviter
tous ces risques psychosociaux, stress, voilà, auxquels pourrait être confronté un salarié. D'accord. N'oublions pas, alors certes, il y a le stress hein, en termes de risques psychosociaux, mais il y a aussi les violences internes hein, qui existent au sein des entreprises, hein, que ce soit des violences morales, des violences de harcèlement sexuel également. On pourrait aussi évoquer les conflits qui pourraient exister entre les salariés. Tout cela reste des violences internes à une entreprise, donc éviter cela, donc mettre en place aussi une démarche qui puisse éviter les RPS. Vous avez aussi les violences externes à l'entreprise, des menaces, des insultes que peuvent subir vos salariés par des clients qui sont mécontents, qui ne sont pas satisfaits. Donc il est important de pouvoir évaluer tous ces risques-là pour favoriser le mieux-être et la santé physique et la santé mentale de vos salariés. Certains salariés que j'accompagne sont confrontés à ces risques-là à cause parfois du public qu'ils accompagnent. Donc cela les met dans un état de stress où, in fine, ils sont obligés d'être en arrêt, de longues périodes d'arrêt qui créent en fait des agressions, qui créent des stress post-traumatiques, post-psychologiques et qui font que ces salariés ne sont plus en capacité de venir travailler alors que c'était des main-d'œuvre efficaces, des main-d'œuvre engagées, des main-d'œuvre investies. Donc, quand on se rend compte que cette prévention n'a pas été faite, ben, finalement, l'entreprise aussi perd financièrement et puis elle perd également en qualité de main-d'œuvre avec un collaborateur qu'elle connaît parfaitement. Vas-y, On a une Marion. petite question sur le chat d'Arlène. Comment un poste de travail physique peut engendrer des RPS? Est-ce que, par exemple, un changement de bureau pour éviter les conflits entre collaborateurs peut être une réponse? Ah, parfaitement. Alors, il est vrai que je réponds immédiatement là, mais dans tout état de cause, il y a tout un contexte. L'une des premières choses, c'est de pouvoir échanger avec le collaborateur. Échanger avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir entendu, écouté, et il va se rendre compte que l'on s'intéresse à lui en tant que personne et qu'il n'y a pas que sa main-d'œuvre qui pourrait effectivement intéresser l'employeur, d'une part. Deuxièmement, c'est aussi donner une direction à l'employeur à laquelle il n'aurait peut-être pas pensé. Parfois, on se dit, bon, ben, je leur ai mis des cafés, voilà, alors que le salarié a besoin d'autre chose et il est le seul à pouvoir l'exprimer. Parfois, effectivement, s'il y a des situations conflictuelles entre des salariés, cela peut être possible forcément de pouvoir échanger, discuter, et le rôle du CEP dans ce contexte-là, et on en discutera tout à l'heure, n'est pas négligeable également. Hein, solliciter un conseiller en évolution professionnelle dans l'accompagnement des salariés, mais oui, des solutions immédiates comme ça peuvent être apportées. Pourtant, elles peuvent ne pas être pérennes. Parce qu'on va dire, ça sera juste un pansement immédiat que l'on va mettre sur quelque chose qui ne va pas, mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où on a identifié cette problématique, il faut la suivre et il faut être vigilant par rapport à cela, voir est-ce que la mesure que j'ai apportée, elle répond, est-ce qu'il y a de la satisfaction au travail par rapport à ce salarié ou ces salariés-là, ou si effectivement ça ne convient pas, parce que parfois ça conviendra à un salarié et pas à l'autre. J'entends, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pour autant, il faut se dire que ce qui est important, c'est le mieux-être des salariés dans l'entreprise pour plus d'efficacité et de performance au sein de l'entreprise. Le simple fait de pouvoir écouter le salarié dans un espace, on va dire, confidentiel, dans un espace neutre, où l'employeur ne va pas prendre parti pour l'un pour l'autre, j'entends, et je mets en place des démarches. Maintenant, si cette neutralité n'est pas possible, n'hésitez pas à solliciter le conseil en évolution professionnelle. Là, on est dans une démarche beaucoup plus détachée et par rapport aux salariés. On a une autre question et je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes qui nous regardent. Au sein de l'entreprise, finalement, qui porte la démarche QVCT? Est-ce que c'est uniquement le rôle des animateurs HSE, par exemple, qui porte cette démarche? Donc, on va l'aborder tout à l'heure, mais pour répondre immédiatement, il peut y avoir des personnes dédiées à cela, donc des personnes formées qui sont dédiées à ça. L'animateur QHSE, le responsable RH également peut porter cette démarche, les représentants du personnel également, le CSE.
les représentants du CSE. Voilà, donc plusieurs, tout dépend comment l'entreprise s'organise, mais ce sont ces acteurs-là sur lesquels on attend, s'il y a un psychologue du travail aussi au sein de l'entreprise qui peut intervenir, un consultant RPS, voilà, on peut faire intervenir ce type de profil si l'entreprise n'a pas cette main-d'œuvre de disponible au sein de sa structure. Donc, elle peut effectivement faire appel, par le biais des OPCO, de vos OPCO, vous pouvez faire appel à ce type de consultants qui sont qualifiés pour intervenir auprès de la structure. Mais si c'est une entreprise qui est bien structurée, qui a déjà effectivement une main-d'œuvre propre, elle peut faire appel à son RH, elle peut faire appel aux animateurs QHSE, elle peut faire appel à un responsable QVT, voilà, qualité de vie et conditions de travail également. OK? Voilà, pour cette réponse-là. Donc, pas d'autres questions par rapport à ça. Nous continuons, nous allons voir la vie professionnelle et la vie personnelle également. Ah oui, j'ai oublié de dire, concernant aussi l'ergonomie, n'oublions pas que les salariés ont avec le représentant, bien sûr, ils ont le droit d'alerte. Le droit d'alerte du salarié, de ses représentants, c'est pouvoir alerter un employeur d'une situation qu'il va juger grave, d'une situation qu'il va juger dangereuse pour sa propre santé, ou encore celle des autres salariés, ou tout simplement celle de l'entreprise. D'accord ? Donc, cette démarche doit être faite par écrit, par les représentants et adressée au comité social et économique qui représente les salariés. Donc, il y a également ce droit d'alerter qui existe à partir du moment où on se sent en difficulté et l'employeur doit porter un regard favorable à cette démarche et à cette demande par anticipation, par prévention. En ce qui concerne la vie professionnelle et la vie personnelle, un autre axe dans le cadre de la QVCT, alors ce que l'on voit, c'est que les observatoires sur les temps de vie et des études sur les conditions de travail confirment de plus en plus que l'équilibre que l'on peut trouver entre la vie professionnelle et la vie personnelle va jouer un rôle majeur sur le bien-être des salariés au travail. Donc, parfois, certains employeurs refusent certaines demandes qui sont faites, mais c'est se dire, si je l'accepte, en quoi serait-elle plus bénéfique pour mon entreprise? En quoi le salarié pourrait-il être plus performant si je lui accordais ce qu'il demande, ou en tout cas que je puisse écouter sa demande et vraiment l'analyser, la traiter et apporter une solution à sa demande. Alors, ce que l'on se rend compte également en termes de statistiques, que les salariés les plus concernés par ce besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce sont les salariés qui sont âgés entre 30 et 45 ans, mais également les managers de proximité. Alors, pourquoi les managers de proximité? Parce que souvent, ils vont vivre un conflit de loyauté entre les responsabilités familiales qu'ils ont et également les obligations professionnelles qu'ils ont. Donc, parfois, ça peut effectivement être intéressant de pouvoir accorder ce meilleur équilibre en fonction des demandes. Donc, les actions de l'entreprise, ça peut être l'aménagement du temps de travail de l'entreprise, parfois aussi le droit à la déconnexion, même si ce sont des managers de proximité, ça peut être intéressant également. Donc, ce sont des pistes préventives. L'ouverture aussi du télétravail, que l'on entend de plus en plus que ce sera une pratique qui ne va plus intéresser d'ici là, à voir. Et après, il y a des responsabilités, on va dire, personnelles. Il n'y a pas que l'entreprise qui pourrait mettre en place des actions préventives, le salarié également, c'est à lui d'identifier ses priorités, c'est à lui aussi d'apprendre à se déconnecter. Il y a des salariés qui ne réussissent pas à se déconnecter. Et puis aussi que certains salariés évitent ce que le présentéisme. Alors c'est vrai qu'on parle d'absentéisme, on le verra tout à l'heure, mais le présentéisme n'est pas non plus quelque chose de plus satisfaisant et de plus performant que ça pour une entreprise. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait pour un salarié d'être présent, certes, mais il va au travail avec un problème de santé, que ce soit un problème de santé physique ou un problème de santé psychologique.
il va au travail avec ce problème-là. De toute évidence, cela va l'empêcher d'être productif. Donc, l'idée n'est pas d'être présent pour être présent, mais l'idée est bien de se dire, si je vais au travail, il faut que je puisse répondre aux besoins et à la demande et que je puisse réaliser mon activité professionnelle sereinement et avec efficacité. Donc, pouvoir être présent juste pour être présent, à terme, cela a un caractère aussi négatif que de l'absentéisme. Donc, être présent physiquement au bureau, ce n'est aucunement une preuve d'efficacité ou de productivité, en tout cas dans ce cas précis. Donc, éviter de le faire, oui, ça serait peut-être plus intéressant. Ou en tout cas, quand vous vous rendez compte qu'il y a des salariés qui viennent sur leur lieu de travail, mais avec leurs problématiques de santé, leurs problématiques psychologiques ou personnelles, il est important de pouvoir en discuter avec eux et voir, pareil, quelles seraient les meilleures solutions, puisque l'objectif d'une entreprise, bien sûr, c'est de faire du profit. Et un salarié qui fait juste du présentéisme pour en faire n'est pas aidant dans cette situation-là. Et forcément, c'est parce que c'est un salarié qui est en souffrance. Donc, il faut régler et percer l'abcès pour pouvoir avancer. Le climat social également, dans ce contexte-là, il est important. Hein, donc, les conditions de mise en œuvre de la QVCT, très important. Maintenant, cela va dépendre des caractéristiques de l'entreprise. Hein, ça dépend de leur taille, de leurs contraintes, de l'environnement dans lequel l'entreprise va s'inscrire. En tout cas, la mise en place d'une QVCT, dans tout état de cause, au sens strict du terme, on va se dire que elle ne concerne pas toujours toutes les entreprises dans un sens strict. Pour autant, cette notion quand même insère différents aspects sociaux qu'il est important, obligatoire ou pas en fonction de l'employeur, il est important de pouvoir la mettre en place. Donc, elle devient obligatoire, bien sûr, pour les employeurs de plus de 50 salariés. Hein. Donc, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette QVCT? Ce sont des actions pour lutter, on a eu la question par rapport à ça, pour lutter contre les RPS, hein, donc les risques psychosociaux, pouvoir également, selon les entreprises, pouvoir publier des index sur l'égalité des professionnels. Donc, ça peut être les écarts de rémunération entre les hommes, entre les femmes, voilà, tout plein de solutions comme ça. Les consultations annuelles également ne sont pas négligeables hein, dans ce contexte-là, sur la politique sociale même de l'entreprise, les conditions de travail, les conditions de l'emploi du salarié, tout cela va porter, aura un aspect très positif plutôt sur la QVCT au sein de l'entreprise. Et puis, il y a des éléments très... Alors, nous voyons juste là, un petit peu juste avant, hein, les thématiques sur lesquelles il fallait mettre le focus pour pouvoir favoriser les conditions de travail des salariés. Mais maintenant, comment savoir si dans mon entreprise, je suis confrontée à ce genre de situation? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des indicateurs de mesure qui ne trompent pas. Concrètement, un indicateur de mesure, il va servir de boussole aux entreprises dans les efforts qu'ils devront fournir pour pouvoir offrir à leur personnel un environnement de travail optimal. Au travers de ces différents indicateurs, là nous en avons 4 qui ont été portés, mais il y en a d'autres. C'est pouvoir permettre à l'entreprise de mener une analyse précise qui va lui permettre d'identifier les besoins de ses salariés, qui va lui permettre aussi d'identifier les attentes de ses salariés, tout ça pour pouvoir mettre en place sa QVCT et pouvoir avoir des conditions de travail qui favorisent la production au sein de l'entreprise. Donc, lorsque vous allez porter un focus sur ces différents indicateurs, ben forcément, vous allez trouver des réponses et vous allez pouvoir apporter des solutions à ces réponses, que ce soit en groupe, de manière collective, de manière individuelle, ou que ce soit avec une structure extérieure. Donc, le taux d'absentéisme.
Vas-y, Ah, Marie. pardon, une petite réaction dans le chat sur ces indicateurs et une remarque fort intéressante. Effectivement, ce sont des indicateurs de peut-être mal-être des salariés, mais la démarche QVCT est bien entendu portée plus dans l'anticipation, finalement, en amont d'un taux d'absentéisme trop important, par exemple. Oui, alors c'est vrai que la démarche QVCT, elle peut être préventive, mais elle peut être également corrective. Parfois, on peut imaginer un employeur qui n'ait pas vu venir une situation. Parfois même, le salarié ne la voit pas venir. Ou encore, il a des sensations, il a des ressentis, mais il les nie et il les ignore. Que ce soit volontairement ou pas, hein, il y a certaines personnes qui ont une typologie disant non, ça ne peut pas m'arriver, voilà, surtout ils ont eu des collègues qui sont partis dans cette dynamique-là et parfois on peut toujours aussi avoir un regard disant c'est parce que ce sont des personnes faibles, mais on ne maîtrise pas tous notre santé mentale, d'ailleurs on ne la maîtrise pas du tout et du jour au lendemain d'une personne sereine que nous pouvions laisser paraître, ben, on peut rapidement se retrouver dans une situation de détresse professionnelle et de détresse mentale parce qu'il y a un épuisement professionnel qui s'est installé, que l'on a vu venir, mais que l'on n'a pas suffisamment considéré avec attention. Et puis finalement, on va s'en rendre compte que lorsque l'on va craquer. Donc effectivement, la QVCT, c'est vraiment un outil préventif. Et à partir du moment, mais ce n'est pas parce qu'il est préventif et qu'on est arrivé dans une situation où on va se dire on ne peut plus rien faire. Non, on doit pouvoir aussi trouver des solutions curatives pour pouvoir au mieux diminuer ce taux d'absentéisme, par exemple. D'accord? Donc, ce sont des indicateurs qui ne trompent pas. Alors, le taux d'absentéisme, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce rapport que l'on va faire entre le nombre de jours d'absence sur une période donnée par rapport au nombre de jours de présence qui devait être fait de manière théorique sur la même période. Donc, il ne faudra pas, dans ce contexte-là, que vous puissiez prendre en compte les absences anticipées. Hein. Donc, on va vraiment sur les absences qui n'ont pas été anticipées. Ça peut être des absences tout simplement pour motifs familiaux. Ça peut être des absences pour maladie, des absences pour voilà, arrêt, accident, j'entends par l'accident du travail, des absences injustifiées, voilà, tout cela. Et si on se rend compte qu'au fil de l'eau, ça se répète, mais pas avec un seul salarié, plusieurs salariés, forcément, un taux d'absentéisme jugé élevé au sein d'une structure doit obligatoirement amener un employeur à chercher la cause. Il faut qu'il la remédie immédiatement parce que cela va devenir à long terme très coûteux pour l'entreprise. Un salarié qui n'est pas présent, un salarié qui ne fait pas son travail, un salarié qui ralentit dans ce qu'il devait faire, productivement parlant, l'entreprise est perdante. Donc, lorsque ce taux d'absentéisme, cet indicateur, on le voit, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut vraiment pas l'ignorer, que cela puisse se jouer sur un seul salarié ou plusieurs, hein, puisque un salarié, si on l'a dans l'entreprise, c'est parce que sa main-d'œuvre est importante. D'accord. Ensuite, deuxième indicateur, ça peut être la satisfaction des employés. Donc, ce sont des indicateurs de conditions de travail. Donc, la satisfaction d'un employé au travail, comment l'évaluer au travers d'enquêtes, par exemple. On peut faire des enquêtes qui sont complètement anonymes, hein, histoire de pouvoir récolter des informations et ainsi mesurer le degré de contentement de ces salariés. Cela est directement lié à la productivité. Un salarié, puis il est satisfait, puis il est à l'aise, puis il est bien, puis il est épanoui dans son environnement professionnel, plus il aura envie de s'engager, plus il sera efficace. À l'inverse, si le salarié n'est pas satisfait, ben, il y aura une certaine inefficacité qui va se démontrer par la rétention de leur investissement. Donc, dans un tel contexte d'indicateur, j'ai envie de dire, tout le monde est gagnant, que ce soit le salarié, que ce soit l'employeur, et c'est pour cela qu'il ne faut pas les ignorer ou encore se dire que ce n'est que sur une période, ça passera. Et cette phrase, elle est d'autant vraie pour un salarié que pour un employeur. Il faut s'écouter, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi avant d'arriver à un épuisement professionnel pour le salarié. Et il faut voir autour de soi le taux d'absentéisme. Est-ce que mes salariés viennent la boule au ventre? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'on a ce sentiment de dynamisme et une société dynamique?
Voilà. Donc ça, c'est important. Mais pareil, on peut avoir un collectif qui semble dynamique et au travers de ce collectif, un individuel qui effectivement est plus en retrait. Donc pouvoir s'en intéresser pour comprendre au mieux ce qu'il en est, anticiper avant que cette main-d'œuvre ne soit partie dans un arrêt de longue maladie. Et forcément, pour l'employeur, ça devient plus coûteux et moins productif. Alors, le taux de rotation du personnel, nous sommes également dans des indicateurs démographiques. Plus il y a de turnover dans une entreprise, cela peut indiquer un problème de rétention, relever aussi de problèmes liés à l'environnement de travail, au manque de satisfaction des salariés, on en parlait tout à l'heure, ou au manque d'investissement et d'engagement des salariés et des employés. Que vous le vouliez ou non, il y a des salariés qui aiment leur métier, qui s'investissent, qui s'engagent et qui prennent énormément de plaisir et qui ne comptent pas les heures tout simplement parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ce type de salariés, il faut aussi les inviter à lever le pied pour qu'ils ne se retrouvent pas dans un épuisement professionnel qu'ils n'auront pas anticipé, au-delà de tout le plaisir qu'ils prennent dans leur mission. Mais c'est vraiment se dire, si mes salariés sont contents, ils sont heureux, quelque part, l'entreprise ne peut que bien tourner par rapport à cela. Dans le turnover, également, le taux de rotation, il y a également la durée moyenne de l'ancienneté des personnes. Combien de temps les personnes restent dans mon entreprise? Est-ce qu'elles passent, elles ne reviennent pas, elles passent, elles partent et on a un nouveau groupe? Ça aussi, c'est important de pouvoir avoir comme indicateur de mesure. Une longue période dans l'entreprise peut indiquer au niveau de satisfaction, donc un salarié qui n'est pas satisfait, il quitte l'entreprise, mais s'il est là depuis longtemps, bon, après, je le dis comme ça, il y a des personnes qui le font, on va dire, par opportunité. J'ai un travail, j'ai aussi un besoin économique, donc je vais rester dans l'entreprise. Mais en général, une personne, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de salariés qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui ne cherchent pas forcément à partir, on peut juger qu'il s'agit effectivement d'un vrai taux de satisfaction par rapport à la culture d'entreprise, par rapport donc à tout ce que vous mettez en place pour pouvoir satisfaire les salariés. Et bien sûr, le salarié sera engagé envers son entreprise. Maintenant, cela ne signifie pas que parce que l'entreprise a aussi de nouvelles main-d'œuvre, que c'est un indicateur négatif. Bien au contraire, n'oublions pas qu'en parallèle à ce taux de rotation, l'apport régulier de forces vives est aussi un moteur puissant de développement d'une entreprise. Donc, il convient en quelque part de trouver le juste milieu pour savoir sur quoi je m'appuie comme indicateur, comme élément pour pouvoir effectivement décider si mon taux de rotation il est trop élevé ou pas. Donc, j'ai des salariés qui ont une durée moyenne d'ancienneté assez grande, même si j'apporte de nouvelles forces vives, ça aussi, c'est intéressant. Et puis, dans le taux de rotation du personnel, et là, on est dans les indicateurs toujours démographiques, nous trouvons également la diversité, l'inclusion, voilà, ça fait aussi partie des indicateurs et ça donne aussi une représentation de la culture de l'entreprise dans laquelle on se trouve tout simplement. Ensuite, les résultats des enquêtes sociales, donc là aussi, le questionnaire annuel, il va rester quand même un outil, j'ai envie de dire, assez intéressant, voire fondamental dans la mesure de la QVCT, donc vraiment primordial parce qu'il va permettre d'avoir une vue d'ensemble du bien-être des salariés à un moment donné, donc d'une année à l'autre, ça va rester un instrument de mesure pour pouvoir se dire comment ça a évolué, comment ça s'est dégradé. Donc, bien sûr, ça peut amener à une analyse d'une année à l'autre sur l'évolution des réponses. Si on reprend toujours le même questionnaire, on voit justement ces différents écarts par rapport au questionnaire que l'on aura fait. Et bien sûr, je rappelle toujours, ces questionnaires restent anonymes. Pourquoi les anonymiser? Parce que ça permettra aux salariés de libérer la parole. Et en conservant la confidentialité de ces réponses, le salarié sera beaucoup plus authentique. Donc, or, comme la finalité, c'est d'avoir une réponse claire, une réponse vraie et au plus près de ce que vivent les salariés sur le terrain, donc autant rendre anonyme ce type de
questionnaire. Donc, voilà quelques indicateurs de mesure qui pourraient alerter par rapport à une entreprise. Et puis, donc, c'est intéressant que nous puissions voir quelques chiffres du baromètre QVCT 2024. Il a été mené par Cali Social en partenariat avec l'Ipsos. Cette enquête a été menée en novembre 2023. On le voit inscrit là, oui, il y a les informations sur votre slide. C'est un échantillon représentatif de 3002 salariés. Il s'agissait tant des salariés du secteur public que des salariés du secteur privé, et pour une population âgée de 18 ans et plus. Et bien sûr, une population sur le territoire français. Donc, nous lisons que 53% des salariés, donc, et ça c'est en novembre 2023, se disent désengagés au travail. 53%, on se rend compte que le taux est bien plus élevé qu'il y a 10 ans en arrière. 67% se rendent au travail mécaniquement, voire à reculons. 49% se déclarent être à un niveau de stress élevé et 90% estiment que la QVCT devrait constituer une priorité parce que pour eux, il s'agit d'un enjeu quand même important et que malheureusement, les entreprises ne prennent pas suffisamment en compte. Donc, c'est dommage parce que cela suppose en quelque part que le salarié est conscient de l'impact positif de la QVCT dans une entreprise et que, à contrario, l'employeur n'en est pas conscient. Donc, et 90%, c'est pas rien. Vous imaginez sur une population comme cela, la grande question qui se pose, est-ce que les employeurs ont pris conscience que la performance de leur entreprise passe par la main-d'œuvre de leurs salariés? Et plus le salarié sera bien au travail, plus le salarié sera engagé et investi, plus ces facteurs de risque vont diminuer. Vous imaginez qu'un salarié soit désengagé par rapport à sa vie professionnelle et qu'il puisse y aller se disant « je vais juste chercher un salaire ». La souffrance que ça doit être pour ce salarié et puis l'ambiance que ça doit être dans l'entreprise. Aller mécaniquement au travail, oui, ça peut arriver parfois. On connaît ses horaires, je me lève, je prends le train, je vais au travail, je prends la voiture, je vais au travail, je rentre chez moi et ça reste comme ça. Y aller à reculons, c'est déjà se dire qu'il y a des sensations qui sont en train, des messages internes qui sont déjà en train d'arriver et qu'il faudrait effectivement que l'on puisse les écouter parce que ce que le salarié va ressentir à ce moment-là, qu'on le veuille ou non, sur les années à venir, ces ressentis vont se cristalliser et forcément amener à un épuisement professionnel. Donc, c'est un salarié que l'on est en train de perdre. D'accord ? Pareil pour un niveau de stress élevé qui peut avoir plusieurs facteurs. Ça peut être la pression que les employeurs mettent. Parfois aussi, ce sont des salariés qui se mettent eux-mêmes leur propre pression parce que tout simplement, ils ont besoin d'être performants ou ils ont des standards très élevés, mais ça reste d'un domaine un peu plus de personnalité qui fait qu'effectivement, les personnes peuvent être à un niveau de stress très élevé. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais, il y a de la responsabilité de l'employeur, mais également, il y a aussi de la responsabilité du salarié à pouvoir se préserver par rapport à une situation et surtout ne pas faire ce qu'on ne lui a pas demandé. Parfois, c'est pour être bien vu, oui, parce qu'il a besoin de prouver à ses pairs ce qu'il vaut, mais j'ai envie de dire, faisons notre activité avec plaisir et puis le reste, on ne s'en occupe pas. C'est vraiment du ressort de l'employeur. D'accord ? Donc, il est important de prendre tous ces éléments en compte pour pouvoir avancer et surtout ces chiffres qui deviennent de plus en plus catastrophiques. Certes, ils ont été faits en novembre 2023. On peut également imaginer qu'ils soient directement liés pour beaucoup d'entre eux à la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 et puis à les résurgences qui arrivent maintenant. Et d'ailleurs, on va évoquer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les salariés. Peut-être que certains employeurs n'ont pas pris conscience de ce que ça pouvait avoir comme effet sur leurs salariés.
Mais c'est vrai que la pandémie a eu des aspects, on va dire, positifs dans le rapport du salarié avec lui-même, mais la pandémie aussi a eu des aspects un peu plus négatifs par rapport à la souffrance au travail. Donc, en fait, cette période a révélé des choses aux salariés. Donc, leur a permis de prendre conscience de l'importance de se dire, je vais au travail, d'accord, c'est bien, mais je dois aussi prendre du plaisir, je dois aussi aimer ce que je fais. Et c'est pour cela que nous avons eu nos conseillers en évolution professionnelle qui étions au cœur de l'action. Il y a eu toute une vague de reconversion. Et à ce moment-là, l'enjeu, en tout cas le challenge, était de se dire, est-ce que ce que cette personne me dit, est-ce que c'est ponctuel? Donc c'est directement lié à ce qu'elle vit actuellement, ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus pérenne, hein, donc qui s'était déjà fait ressentir dans le passé et qui est en train justement de lui dire là, c'est le moment d'y aller. Donc, il s'agissait également de se dire, bon, ben, oui, elle est mal, il ne s'agit pas de se dire, ce salarié n'est pas bien dans son travail, il faut l'amener à se reconvertir. C'est tout un contexte hein, qu'il faut prendre en compte pour savoir à quel moment cet élément déclencheur est arrivé. Est-ce que vraiment cette personne a besoin de se reconvertir ou simplement évoluer parce qu'elle commence à s'ennuyer sur la mission qui lui est attribuée? Pareil, hein, il fallait être prudent pour toutes les personnes qui sont dans le secteur du soin, tous les soignants. Alors c'est vrai, il est vrai que l'on a beaucoup parlé des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, mais il y a un corps médical que l'on a beaucoup oublié dans cette période et qui a beaucoup souffert, ce sont les éducateurs spécialisés. Ils ont vraiment vécu une période aussi douloureuse que celle des infirmiers. Et c'est vrai que ce sont beaucoup de personnes qui sont venues, ça ne va pas, je voudrais changer de métier. Et puis, in fine, on se rend compte que c'était vraiment lié à cet impact de la Covid-19 qui faisait que les personnes n'étaient pas bien à l'instant T. Et il fallait que les employeurs puissent en prendre conscience. Mais il n'en demeure pas moins que cela a révélé le besoin de trouver ce réel équilibre entre vie pro et vie perso, mais aussi se dire, comment ça se fait que dans ma vie perso, je peux être épanouie et pas dans ma vie professionnelle? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai fait un mauvais choix, soit en termes de mission, donc en termes de métier, ou soit en termes d'environnement professionnel. Parfois, une personne peut changer d'environnement professionnel, donc d'employeur, et être complètement épanouie, c'est parce que la culture d'entreprise ne lui convenait pas. Parfois, la culture d'entreprise convient parfaitement, mais c'est le métier, ce sont les missions. Donc, il est important également de mettre ces éléments-là en adéquation et pareil, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, pouvoir échanger avec les salariés pour trouver les bons axes dans l'évolution ou encore dans la reconversion. On se rend compte également qu'avec l'impact de la pandémie, il y a eu un besoin accru de soutien psychologique et professionnel. Les personnes étaient dans l'incertitude, les personnes étaient épuisées, non seulement l'incertitude par rapport à ce qui se passait, puisque c'était quand même inédit, on n'avait pas de recul par rapport à une situation telle. Et les salariés, ils étaient également dans cet entre-deux, autant que les employeurs dans un contexte peut-être plus personnel. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place des éléments? Oui, on s'est tous trompés à un moment ou à un autre par rapport à cela, mais les salariés, depuis cette période, se disent, OK, aujourd'hui, ma santé est préférable à mon travail et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont chercher un mieux-être. Donc, une entreprise qui met en place une démarche QVCT, forcément, c'est une entreprise qui va pouvoir garder ses salariés et avancer sereinement avec ses salariés, donc créer de la compétitivité, créer de l'attractivité. Donc, forcément, on doit pouvoir se démarquer pour attirer des forces vives, pour attirer les talents et surtout les retenir. C'est surtout ça. Et on se rend compte hein, dans différents rapports qui arrivent qu'aujourd'hui, les personnes sont prêtes à perdre en rémunération pour pouvoir gagner en confort et en qualité de vie. Et la qualité de vie et les conditions de travail sont de plus en plus prises en compte lorsqu'une personne va rechercher une entreprise. Donc ça aussi, elles peuvent être prêtes à perdre en rémunération pour pouvoir être sereines dans leur activité et surtout aimer ce qu'elles font.
Donc, les conditions de travail, il y a aussi les opportunités. Il y a des personnes qui aiment leur culture d'entreprise, il y a des personnes qui aiment leur entreprise. Mais à un moment, il y aura des facteurs de risque qui vont se créer tout simplement parce que ces personnes, elles sont limitées à ce qu'elles font. Alors qu'il y a tout un potentiel inexploité que l'entreprise, si elle prenait le temps d'échanger lors d'enquêtes, lors des entretiens, elle pourrait effectivement s'appuyer sur cette force vive qu'elle a déjà dans l'entreprise pour pouvoir l'amener à une meilleure expertise, même si cela devait passer par la formation. On peut imaginer effectivement qu'il y a une expertise en termes de savoir-être, mais pas en termes de savoir-faire, ou vice-versa. Je sais faire, mais je n'ai pas la manière. Donc, il s'agira effectivement de tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir rendre beaucoup plus attractif l'activité professionnelle du salarié dans son entreprise et puis surtout son mieux-être. Et maintenant, on va voir un peu, alors tout à l'heure, j'ai parlé du conseil en évolution professionnelle, je l'ai évoqué quelques fois. Donc, puisqu'on a compris le rôle important de la QVCT, il s'agira maintenant de se dire qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle et surtout en quoi cela pourrait aider mon entreprise ou mon salarié. D'accord ? Alors, première chose à noter, d'ailleurs, c'est le premier carré qui arrive. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public d'accompagnement gratuit. D'accord ? Il va constituer en quelque part un appui pour les salariés du secteur privé et les indépendants pour pouvoir les aider à faire le point sur leur situation, à identifier une piste professionnelle, à confirmer, à mettre en œuvre, à échanger, à discuter, soit sur un projet d'évolution, un projet de reconversion, un projet de création. Voilà, l'idée du conseil en évolution professionnelle n'est pas de vous émanciper de votre main-d'œuvre, pas du tout, mais de l'amener à des questionnements beaucoup plus, on va dire, réalistes pour se dire est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'évoluer, de changer, etc. Donc, c'est faire le point. Donc, ce travail se passe avec le conseil en évolution professionnelle de manière gratuite, de manière confidentielle. Vous savez, quand un salarié se sent dans un espace neutre et confidentiel, il va beaucoup plus facilement libérer sa parole. Et parce qu'il sait qu'il n'y a pas de jugement par rapport à cela, puisqu'on reste quand même impartial par rapport à ce qui se dit dans cet espace-là, sachant que le salarié il est avec une personne qu'il ne connaît pas, il peut plus facilement prendre du recul sur sa situation et exprimer les choses. Dans tout état de cause, si un employeur viendrait par la suite nous demander un compte rendu de l'entretien, ben, malheureusement, il ne pourra l'obtenir qu'auprès de ce salarié, pas auprès du conseil en évolution professionnelle. Mais c'est une manière pour le salarié de pouvoir faire le point sur sa situation pour évoluer. Alors, le conseil en évolution professionnelle, il y a 5 opérateurs nationaux qui le dispensent, chacun avec une typologie de public. Les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et dont le handicap est un réel frein à la mise en emploi. Les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans. France Travail pour les demandeurs d'emploi. Et puis, on arrive aux 2 opérateurs qui ont lancé ces semaines de l'évolution professionnelle, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, l'APEC, effectivement, qui va dispenser le conseil en évolution professionnelle auprès des salariés cadres, et Avenir Actif, que Marion et moi nous représentons aujourd'hui pour accompagner les salariés qui sont sur un contrat de droit privé et les indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par salarié ? Un salarié, c'est une personne qui a un contrat, que ce soit un intermittent du spectacle, que ce soit un salarié intérimaire, voilà. Toute personne qui a un contrat reste un salarié, mais ce sont des contrats de droit privé. Autrement dit, Avenir Actif n'accompagne pas les demandeurs d'emploi, Avenir Actif n'accompagne pas non plus les fonctionnaires. D'accord ? Que ce soit fonctionnaire d'État, que ce soit fonctionnaire territorial ou fonctionnaire hospitalier, nous n'accompagnons pas les fonctionnaires. Donc, les salariés qui sont sur un contrat de droit privé essentiellement et les indépendants. Il en est de même également pour l'APEC par rapport à cela. Donc, l'objectif même du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir échanger avec un salarié pour pouvoir l'amener à réduire l'écart entre ce dont il a besoin et ce qu'il vit actuellement. Donc, cela pourrait passer par l'évolution professionnelle, cela pourrait également passer par le développement des compétences, la reconversion, la transition professionnelle, voilà, tout autant d'axes que l'on pourra
orientés sur lesquels on pourra échanger et faire valoir, formaliser dans le cadre d'un accompagnement. Certains salariés également ont une expertise et puis à un moment, arrivé dans arrivé à un carrefour de leur parcours professionnel, ces personnes aspirent à, on va dire, faire valoir leur propre main-d'œuvre pour elles-mêmes, leur propre expertise pour elles-mêmes. Donc, elles sont dans un désir soit de reprise ou soit de création d'activité. L'idée, ça sera de leur donner les meilleurs conseils pour qu'elles puissent mettre en œuvre ces différents aspects avec le moindre risque financier que possible, le moins de perte de temps. Et voilà, donc ne pas faire d'erreur. Les certifications professionnelles également, hein, comment pouvoir y accéder, quels financements sont disponibles par rapport à cela. Et enfin, les mobilités internes ou encore les mobilités externes au sein de l'entreprise, tout simplement. Voilà. Donc, tout autant de sujets, bien sûr, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, que l'on pourrait évoquer avec un salarié. On peut également évoquer tout ce qui serait santé, la santé des salariés. Il y a des salariés que nous accompagnons qui viennent pour un projet de reconversion et on peut passer tout le temps à travailler sur son état de santé, sa situation de santé pour pouvoir favoriser, puisqu'on le sait bien, si le besoin immédiat n'est pas satisfait ou il n'est pas réglé, ça ne sert à rien d'aller à l'étape suivante. Donc, il s'agit également de co-construire avec ce salarié un projet qui soit réaliste et réalisable en tenant compte de sa situation, puisque le conseil en évolution professionnelle, je rappelle, c'est un service personnalisé. Donc, on ne va pas répliquer des situations parce que les personnes exercent le même métier qu'un autre ou qu'elles sont dans la même entreprise. Non, ça ne serait pas du tout objectif dans tout état de cause. Et puis, enfin, comment cela se passe concrètement, hein. Donc, il y a déjà un premier rendez-vous qui est donné à ces salariés, un rendez-vous d'1h30, hein, histoire de faire l'état des lieux, identifier la situation, identifier le besoin par rapport à l'entreprise, comment cela se passe, comment cette personne se sent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle aimerait améliorer dans l'entreprise, et parfois même des suggestions arrivent. Donc, il s'agira d'aider le salarié à réaliser un argumentaire à présenter à son employeur, pour le soutenir dans cette démarche, pour l'amener à une meilleure qualité de vie et de conditions au sein de son entreprise. Donc, il reste bien sûr un accompagnement personnalisé pour pouvoir apporter les meilleures informations, en tout cas des informations fiables, vérifier la faisabilité également des différents projets, les adapter en fonction de la situation du salarié, co-construire un plan d'action avec ce salarié et surtout mettre en œuvre cet accompagnement, sachant que le salarié bénéficie du conseil en évolution professionnelle tout le long de son parcours. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à sa sollicitation pour un conseiller en évolution professionnelle. Maintenant, nous allons aborder le dernier axe de notre webinaire. On va voir l'impact. Juste Darlène, parce que je vois que certaines personnes nous quittent, on est un petit peu, on a pris un peu de temps. Alors, sur le chat, très intéressant à la première partie, très pertinent, très concret. Mais effectivement, je vois certaines personnes qui nous quittent et le temps qui file. Il ne reste que 2 minutes. Effectivement, Marion, tu fais bien de m'interpeller. Donc, on va faire rapidement pour pouvoir. Après, c'est le résumé, j'ai envie de dire, de ce que nous avons abordé. Donc, l'engagement, la productivité, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez compris la nécessité de la QVCT au sein de votre entreprise, c'est vous dire que vous pouvez vous appuyer sur le conseil en évolution professionnelle pour favoriser sa mise en œuvre. Le salarié peut effectivement se rapprocher du conseil en évolution professionnelle, nous l'avons compris, des salariés épanouis, des salariés soutenus dans leur évolution professionnelle. Ce sont des salariés qui sont beaucoup plus performants puisque beaucoup plus productifs et engagés. D'accord? Donc, pareil, aider le salarié à reprendre confiance en son potentiel. Il y a des salariés qui disent « je ne sais faire que ça », alors que finalement, s'il y avait un autre regard sur leur façon de faire, il y avait un autre regard sur leur dynamique, le salarié lui-même, il aurait pu effectivement avancer plus sereinement et puis s'appuyer sur sa force pour pouvoir la proposer aussi à son employeur. Donc, la QVCT, vous avez compris, a un impact indispensable par rapport
à l'entreprise, la bonne santé, la productivité de l'entreprise. Et le conseil en évolution professionnelle peut vous aider dans cette démarche-là, peut aider vos salariés dans cette démarche-là. Il ne s'agit pas uniquement d'un outil de développement personnel, mais c'est vraiment un service sur lequel vous pouvez vous appuyer pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail de vos salariés. Et bien sûr, nous allons voir, donc vous pouvez effectivement en parler aux salariés, hein, donc ça c'est important de faire cette communication interne, les DRH, les managers, n'hésitez pas à évoquer le CEP par rapport à vos salariés. Et voilà. Donc nous l'avons dit, les avantages pour les entreprises, améliorer la satisfaction, éviter les turnovers, renforcer la marque employeur, puisque c'est aussi un moyen d'amener le salarié à se rendre compte du mieux-être ou encore des points positifs qu'il peut y avoir dans son entreprise et les mettre en parallèle avec ce à quoi il tend et lui dire que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc, c'est être conscient de ce que je quitte, de ce vers quoi je pourrais également aller. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un conseiller, n'hésitez pas à aller sur notre site www.mon-du6cep.org. Dans la rubrique « Je trouve mon conseiller ». Nous avons plus de 600 espaces sur tout le territoire national. Donc, forcément, vous allez trouver une structure pour vous accompagner dans cette démarche et trouver un conseiller en évolution professionnelle. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Darlène, beaucoup de réactions encore une fois sur le chat, sur la qualité des informations données et des propos, des merci plus, visiblement. Il y a eu des questions dans le chat que voilà, je ne me suis pas permis de relayer, mais notamment sur tout l'accompagnement des entreprises autour de cette thématique QVCT, hein, on l'a vu, nous pouvons effectivement être un levier en tant que conseiller en évolution professionnelle. Bien sûr, il y a d'autres acteurs autour de cette thématique. On a parlé médecine du travail dans le chat, on a parlé OPCO aussi pour trouver aussi des financements éventuellement dans l'accompagnement et la formation des collaborateurs et des équipes d'encadrement sur ce sujet. En tout cas, si on doit synthétiser, c'est une thématique qui concerne toutes les entreprises, privées, publiques, à la main de tous finalement. Ce n'est pas une personne forcément qui porte cette thématique au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui peut être partagé avec plusieurs acteurs au sein de l'entreprise, si je peux résumer ainsi. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation aujourd'hui. Je le disais dans le chat, n'hésitez pas à aller sur le site des semaines de l'évolution professionnelle, hein. Plusieurs thématiques vous sont proposées pour vous, entreprises, sur différents sujets, les dispositifs de formation, l'entretien professionnel, qui peuvent amener aussi, comme aujourd'hui je le pense en tout cas, au vu des remarques sur le chat, à réfléchir, à peut-être améliorer ses pratiques en tant qu'entreprise. Merci beaucoup à vous tous. Belle fin de journée. Désolée pour les quelques minutes de dépassement, mais on a essayé vraiment de comme ça avec nous, Marion. Information et c'est un sujet qui passionne Darlène également. Donc, je pense que vous l'avez compris et entendu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. N'hésitez pas en tout cas à contacter les réseaux APEC et Avenir Actif si vous voulez approfondir aussi tous ces sujets-là au bénéfice des collaborateurs et des entreprises. Bel après-midi à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Marion.